Bonsoir à toutes et à tous, partout vous nous recevez à travers cette émission. Bienvenue messieurs et dames. Dans cette édition spéciale, nous allons parler de cette grande date historique de la RDC, 17 mai 1997, 24 années déjà passées, une date qui marque l'entrée de l'AFDEL, une date qui a mis presque fin aux 32 ans du pouvoir moboutiste. Sur dans cet numéro, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de mon confrère Christian Niati. Avec lui, bien sûr, nous allons parler des perspectives de ces dates. Quelles sont les conséquences sur la date qui marque l'histoire de la République démocratique du Congo. Bonsoir Christian Niati et merci de m'accompagner dans ces spéciales 17 mai. Bonsoir Madame Grasse, bonsoir également à tous les téléspectateurs qui vont nous suivre 17 mai 1997, 17 mai 2021, 24 ans après, nous allons devoir parler de cette date autrement fêtée, l'entrée de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération, aujourd'hui rebaptisée la journée de l'armée. Nous allons parler avec un historien. Moi j'ai dit que c'est pas une émission mais plutôt une école où nous allons apprendre auprès d'un historien qui va vraiment nous apprendre ce qui cache l'avant, pendant et l'après cette date. C'est Thomas, 24 années comme je l'ai dit tout de suite. Vous, comment avez-vous conçu cette date? Parlons de la transition. Il y a eu transition, l'entrée de l'AFDEL un samedi, après un jour le départ de Mobutu vers Guadeloupe après le Maroc. La déclaration du président de cette structure, Mosé Laurent Désiré Kabila, le fait qu'il s'est déclaré président de la République, cette transition au niveau de Congolais, qui représentait pour vous ces dates? En fait, il y a vraiment beaucoup de choses qui se cachent derrière cette date. Comme je l'ai dit, M. Denis Toko va devoir nous le dire, mais nous, en tant que journalistes, avec les investigations que nous avons menées, cette date est vraiment une très grande date qui marque d'abord la fin du règne de Mobutu et le début d'un autre régime, le régime kabiliste, qui aujourd'hui a peut-être pris fin, mais aussi qui laisse des séquelles dans la République démocratique du Congo. Donc je pense qu'avec l'histoire qui s'est passée, nous déjà avant on n'a pas vécu la reine de Mobutu, mais on a quand même vécu la reine de Kabila, le président Kabila, les fils, pas président Kabila, le père. Donc M. Denis Toko va devoir nous expliciter en détail ce qui s'est passé et ce qui se passe aujourd'hui, puisqu'il est historien de formation, il a appris tout cela. Donc je crois qu'on aura, déjà moi j'ai mon carnet, je vais devoir noter tout ce que je vais apprendre aujourd'hui. Voilà, sur ce, nous recevons dans notre plateau M. Denis Toko, un historien. Mais il y a de ceux qui ne vous connaissent pas. Qui est M. Denis Toko? D'abord, merci beaucoup. Je suis heureux de vous recevoir ici chez moi. Dans cette date anniversaire. Merci. Monsieur Denis, je suis congolais. Je suis congolais, je suis historien de formation, comme vous l'avez dit. Et puis actuellement, je suis opérateur économique. Je crois que vous me recevez comme historien. Bon, là, je suis à votre disposition. Monsieur Denis Toko, parlons de perspective de cette grande date, 24 mai 1997, 24 années déjà passées. Pour vous, qui représente pour vous cette date de 17 mai? Bon, la date 17 mai, il y a deux facettes, si vous voulez le dire ainsi. C'est l'entrée de la FDEL et l'armée. C'est la déclaration, disons, de proclamation de M. comme président de la République démocratique. Ce jour-là, c'était à l'occupation, tout après que les forces de la FDEL aient conduit dans le président de la FDEL s'est proclamé chef. C'est ça l'événement. Voilà, cette journée de 17 mai a été appelée une journée de la libération. Oui. Mais pour les autres, c'est une journée
qui a permis à ce que les envahisseurs, les gens qui convoitaient la RDC ont profité de cette journée pour entrer dans notre pays, notamment nos frères du Rwanda. Ils ont profité, entrer, occuper l'est de notre pays. Aujourd'hui, nous subissons encore de guerre à cause de cette journée. Vous, en tant qu'historien, est-ce que cette journée a trait à ce que je viens d'évoquer? Merci, madame. Tout à l'heure, là, avant de terminer, je disais, ce jour-là, compte tenu de ce contexte de ce jour-là, c'était une journée de libération. Les gens ont cru à quelque chose de nouveau. Mais, là où la question est importante, est-ce que c'est vraiment une libération? Parce que par la suite, nous allons voir ce qui s'est passé. Je voudrais vous parler d'abord des accords de l'Emera. L'Emera, c'est dans le Kivu, là. Je vous ai dit tout à l'heure comment était constituée l'AFDEL. Non seulement qu'il y avait des parrains extérieurs, mais au fait, ce sont les gens de l'extérieur, notamment le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, qui étaient aux commandes de cette association. Et ils ont fait signer aux Congolais, notamment au président Laurent Désiré Kabila et aux autres ténors de l'AFDEL, ils leur ont fait signer ce qu'on appelle les accords de l'Emera. Les accords qui jusque maintenant ne sont pas dévoilés. On ne sait pas exactement ce que contient les termes de ces accords. Vous savez, justement, quand il y a un accord caché, c'est qu'il y a quelque chose de caché. Et donc, comme on dit généralement, il n'y a rien pour rien. Quand ces gens-là sont venus jusque Kinshasa, vous remarquez que notre armée nationale congolaise a été fortement, comment dirais-je, non seulement neutralisée, mais l'armée rwandaise est rentrée là-dedans. De telle sorte que le chef d'état-major de l'armée congolaise, c'était un Rwandais. Un Rwandais. Kabarebe, vous le connaissez, qui maintenant est rentré chez eux, il était chef de l'armée là-bas, ministre de la Défense là-bas chez eux. Donc l'armée congolaise était fortement infiltrée. Je parle d'abord au niveau de l'armée. Est-ce que ça, on peut dire, c'est une libération? Des deux. J'ai parlé des accords de l'Emera. Qu'est-ce que ces accords ont dit? On ne le sait pas. 2, 3. Quand Laurent Désiré Kabila est arrivé à Lubumbashi, pour se faire de l'argent et continuer avec ses guerres jusqu'à Kinshasa, il a fait signer à des entreprises anglo-saxonnes à Lubumbashi des contrats miniers pour obtenir de l'argent afin de mener à bon sa guerre jusqu'à Kinshasa. Et depuis la signature de ces accords, la Gécamine, qui était la vache laitière du trésor du pays, la Gécamine a été démantelée. C'est à la suite de ça. Les accords ont été signés par lui. Par après, il y a eu, vous savez maintenant, les différents accords léonins qu'il y a eu, les contrats miniers qu'il y a eu jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que c'est ça vraiment la libération? Aujourd'hui, ces gens-là qui ont signé des accords miniers avec la République gagnent plus que la République. Et les financiers des économies peuvent vous le dire. Est-ce que c'est une libération? Est-ce que vous partagez ces avis? Madame de Rajimere, je voudrais que M. Denis puisse nous préciser sur les choses qu'il a dit au départ concernant les différentes populations qui ont occupé, qui ont quitté le Rwanda et consorts. Vous avez parlé de Nyamulenge. Une question qui constitue aujourd'hui, qui fait débat partout. Est-ce que vous, en tant qu'historien, vous affirmez aujourd'hui que les Nyamulenge ne sont pas les Congolais? Et puis, deuxièmement, Mobutu, sachant qu'il était à son déclin, qu'est-ce que Mobutu a tenté de faire pour convaincre encore ses partisans de pouvoir lui accepter en tant que président et avec sa dictature? Oui. Bon, les débats de Banyamulenge est un débat houleux. Les personnes qui me suivent maintenant ils vont comprendre ce que je veux dire. C'est un débat houleux de Banyamulenge. Sont-ils congolais ou pas? S'ils ne sont pas congolais, sont-ils des Rwandais ou pas? Il n'y a pas des apatrides. Ces gens-là que nous appelons aujourd'hui des Banyamulenge, ces Tutsis-là, ont certainement une origine. Certainement. Vous savez l'histoire des migrations.
Ils ont immigré à partir du Rwanda. Mais à la date de 1960, lorsque le pays a accédé à son indépendance, je n'ai pas les termes ici, mais il y a un acte qui a été pris pour dire que toute ethnie qui, avant la date de 60, était en République démocratique du Congo est congolais. C'est un débat houleux, c'est un débat sentimental. Mais ce sont des Congolais parce qu'ils sont là-bas au Congo depuis très longtemps. Mais je n'ai pas les textes juridiques ici, mais il y a beaucoup de textes juridiques qui ont des actes juridiques qui ont été pris avec Bisengimana à l'époque, accordant la nationalité congolaise à ces gens-là. Je sais que c'est un débat houleux, mais moi je parle en tant qu'historien. Et je vous dis que ce sont des Congolais. Parce qu'ils ne sont pas des Rwandais et parce qu'ils ne sont pas apatrides. Mais la question importante est celle-ci. Pourquoi il y a un problème avec eux? Lorsqu'il y a eu la guerre au Rwanda entre la milice du FPR et le gouvernement d'Habyarimana, qui a fait que Habyarimana est décédé à la suite de ça, le FPR a occupé le Rwanda, il y a eu un génocide énorme au Rwanda, entre les Hutus et les Tutsis. Beaucoup de Tutsis étaient massacrés là-bas. Les Hutus ont fui le Rwanda. Ils ont fui pour occuper les territoires voisins, le territoire du Kivu. Et la partie où ils sont arrivés, le peuplade qui était là, c'était plus ces gens-là qu'on appelle les Banyamulenge. Parce que la savane s'appelle, je crois, Mulenge. Et Banya, ça dit les gens de Moulin. Vous savez que ces gens-là, ce sont des éleveurs, ce sont des pasteurs, c'est-à-dire les gens qui élèvent les Tutsis. Et donc les Banyamulenge étaient installés dans cette savane là-bas et ils faisaient de l'élevage. Il n'y avait pas de problème avec le Hutu, le problème sérieux avec les autres populations d'origine purement congolaise. Je vous ai dit qu'eux, ils ne sont pas d'origine congolaise, ils sont des Congolais. Et donc, quand les Hutus sont arrivés, quand ils ont fui la guerre, on les appelle les Iteramouins, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé les Tutsis là-bas. Et il y a eu guerre entre eux. Guerre entre eux. Parce que les Hutus ne s'entendent pas avec les Tutsis. Et donc, les Hutus qui ont quitté le Rwanda. Mais c'est Denis, oui. Tous ces événements qui passaient, ça prédisait déjà le départ des Mobutu. Eh bien, c'était les régimes de Mobutu qui... C'était habituel dans le régime des Mobutu. Tout ça. Bien sûr. Je continue à dire que c'est une histoire. C'est pourquoi vous voyez, chaque fois je reviens en arrière. Hein. Oui. Ces gens-là, est-ce que Mobutu a bien géré la guerre du Rwanda pour accepter en masse l'entrée des gens comme ça, avec armes et munitions? Est-ce qu'il a bien géré cette affaire? C'est notre problème. Il n'a pas été prudent. Comment on peut accepter de faire entrer une population militarisée en grand nombre comme ça pour envahir le pays sans des mesures évidentes de contrôle de ces gens-là? Et c'était une erreur grave que ces gens-là puissent rentrer comme ça. Et le Rwanda a eu comme prétexte de poursuivre ces gens-là, pour que ces gens-là ne viennent pas attaquer le Rwanda. Et quand ils ont poursuivi ces gens-là, ils sont entrés. Vous savez, nos frontières sont poreuses. Le Congo, il n'y a pas d'administration dans nos frontières. On rentre facilement, d'ailleurs jusqu'à maintenant. Et ces gens-là sont rentrés pour avoir les richesses du Congo, etc., sous prétexte d'une guerre contre les Iteramouins. Je ne dirais même pas sous prétexte, parce qu'effectivement, ils sont venus exterminer les Iteramouins. Mais arrivés sur place, ils ont trouvé leurs frères, les Banyamulenge. Vous voyez le problème. Ou maintenant, pour nous aujourd'hui, ce sont des Rwandais. Ils ont trouvé leurs frères. Le Rwandais ont occupé l'est de notre pays depuis Mobutu et non depuis Kabila. Non. À l'époque de Mobutu, il n'y a pas la présence militaire rwandaise au Congo. D'ailleurs, Mobutu avait de très bonnes relations avec le gouvernement rwandais de M. Habyarimana. Nous étions réunis dans ce qu'on appelle la CPGL,
communauté d'États des pays des Grands Lacs. Le Zaïre, à l'époque, et le Rwanda avaient de très bonnes relations. Il n'y avait pas une occupation militaire rwandaise au Congo, à l'époque de Mobutu, non. À l'époque de Mobutu, c'est qu'il y avait cette communauté qui était venue depuis longtemps, mais qui vivait un peu eux-mêmes, ils vivaient à leur manière. Voilà, il y avait cette population-là. Est-ce qu'on a bien géré la présence de ces gens-là? Non. Mais il n'y avait pas une présence militaire. La présence militaire est arrivée à l'époque de l'AFDEL, où l'armée rwandaise est rentrée au pays, dans notre pays, à l'Est, à occuper l'Est, pour aider les Banyamulenge à exterminer les Hutus. Et en ont profité pour prendre nos richesses. Et je vous l'ai dit ici, pour signer les accords de l'Emera avec les ténors de l'AFDEL. Et aider les ténors de l'AFDEL à prendre le pouvoir jusqu'à Kinshasa. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ces accords? Et c'est depuis 24 ans qu'on n'arrive pas à déloger ces gens-là. Il faut d'abord savoir qu'est-ce qui se trouvait sur ces accords. Est-ce qu'il y a une main étrangère? Probablement. Je présume. Votre histoire, vous avez dit Laurent Désiré Kabila le fait, c'était juste un porte-parole de l'AFDEL, c'était pas lui le président. Malheureusement, le président est mort assassiné et lui également, 4 années après sa présidence, on l'a assassiné. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas par qui, Rachidi, machin. Mais M. Denis Toko, est-ce que c'était une façon de régler leurs problèmes entre président l'AFDEL, porte-parole l'AFDEL, ou c'était parce qu'il n'a pas pu respecter les accords d'Amera? Est-ce que vous expliquez que tout le monde ne connaisse pas jusqu'au jour d'aujourd'hui? Bon, on dit toujours la révolution bouffe ses propres fils. Hein? Je vous ai dit qu'ils étaient 4. Hein? Le premier parti, c'est Kisase, qui était le président et qui avait la branche militaire. Et puis après, Laurent Désiré, tué. Mais avant, 2 mois avant, c'est Massassou qui est tué. Moi, je suis historien, je ne parlais pas des choses que je ne maîtrise pas. Mais la mort de Massassou, ils étaient à 4. L'autre tué par qui, on ne sait pas. Mais ils m'ont suspecte. Kisase. Massassi, tué au Congo, vers Manono là-bas, par qui, on ne le sait pas. Trop bien. Parce qu'il n'y avait pas de procès. Et puis Laurent Désiré, 2 mois après, lui aussi assassiné dans son palais. Et donc vous comprenez que c'est difficile. Qu'est-ce qui se passe derrière? Est-ce que ce sont les accords de l'Emera qui n'ont pas été respectés? Et puis il y a eu un fait de boomerang. Est-ce que c'est cela? Ça, je ne saurais pas dire. Moi, je constate que la révolution a bouffé ses propres enfants. Donc on peut dire aujourd'hui que le constat est amer. 24 ans après l'entrée de l'AFDEL, on ne vit pas la vraie libération, mais plutôt l'emprisonnement encore. Le pays est encore entre les mains des Occidentaux qui contrôlent encore le Congo, qui pillent encore le Congo, qui exploitent encore le Congo et qui continuent encore à mettre à la tête du Congo leurs pions pour pouvoir profiter de ces pays. On est tenté de le dire. On est même tenté de le croire. D'abord, votre question a 2 facettes. La première facette, c'est que vous dites, lorsque Laurent Désiré est arrivé au pouvoir, qu'est-ce qui s'est passé directement? Ce qui s'est passé directement, c'est que 2 ou 3 jours après que Laurent Désiré arrive au pouvoir, lui qui venait pour démocratiser le pays, d'abord, le premier jour, le 17, il s'autoproclame chef de l'État. C'est pas démocratique, ça. C'est pas démocratique. L'État pillé par les Occidentaux. Bien sûr. Et j'en viens. Si on devait rester dans la démocratisation, qu'est-ce qui devrait normalement se faire? Ce qui devait se faire... Par exemple, Non, parce qu'il y avait quand même une période de ratissage. Hein. Il y avait quand même une guerre entre les phases à l'époque et l'AFDEL. On ne pouvait pas dès le premier jour organiser l'élection. Ça se prépare. C'était une période de ratissage. Mais on devait mettre en place une transition. Parce que vous m'avez interrompu. Et il s'est autoproclamé, mais quelques temps après, il a pris un décret, où dans ces décrets, une forme de constitution, il n'y avait que 13 articles.
où lui, avec tous les pouvoirs, il a concentré tous les pouvoirs entre ses mains. Donc c'est la continuité. Donc vous comprenez. Donc rien n'avait changé à l'époque. Donc vous comprenez déjà que ça commençait mal. On prend un texte, un décret, où on se donne tous les pouvoirs. Et donc le mécontentement intérieur qui a fait que le bout parte continue. Moi, justement après, il y a eu des arrestations. Tshisekedi, par exemple, était relégué chez lui, etc. Parce que, ces moments-là, j'ai dit, rien n'avait changé. Au vu des actes juridiques, ça comme ça. Vous voyez? Qu'est-ce qui s'est caché dans le Katanga? Je me pose également la question, mais je trouve que c'est anormal. Une institution comme le Parlement siège au niveau de la capitale, où il devait y avoir, au niveau du Parlement justement, ici, une décision qui est prise pour délocaliser une institution vers un autre endroit. Mais ça ne peut pas se faire comme ça par la volonté d'une personne. Voilà. Monsieur Denis, Mouzé Kabila, les pères, les défunts, étaient conscients qu'il était un pion que les Occidentaux utilisaient pour pouvoir contrôler les Congos. Mais après, il s'est rendu compte qu'il devait normalement libérer les Congos. Alors, quels sont les signes qu'il a posés qui ont fait croire aux Congolais que Kabila, les pères, étaient bel et bien les libérateurs du Congo? D'abord, on commence à... Parole. C'est comme on dit, au départ était le verbe et l'action vient après. Donc, à partir du moment où il est venu pour libérer, on l'a cru. Et on a vu certains signaux sur le plan de comportement humain. On a vu que sur le plan de la mentalité, il commençait à inculquer une certaine mentalité aux Congolais. On l'a vu. On a vu qu'il a pris des initiatives telles que l'encadrement des jeunes. Par exemple, ce qu'on appelle le service national. Mais au-delà de ça, le peuple aspire toujours à une liberté d'opinion. C'est ce qu'il n'a pas pu faire. Mais quand vous dites, est-ce qu'il y a une main étrangère? Mais absolument. La main étrangère, Kabila était, Laurent Désiré, je veux dire, il était du côté de la Tanzanie, quelque part où il vendait de l'or, au moment où se constituait la FNED. Ce n'est pas pour rien qu'on est allé le prendre. Je vous ai dit tout à l'heure qu'au moment où on constituait la FNED, il n'était pas là. Mais on est allé le prendre. Qui est allé le prendre? Et puis on a imposé, de porte-parole, pour répondre à votre question, il est devenu président. Il y a une main derrière. Et je vous dis, il arrive à Lubumbashi, moment de la conquête du pouvoir. Il signe des accords avec des sociétés d'or comme des BIRS sud-africains et d'autres sociétés américaines. Et il signe des accords secrets pour obtenir de l'argent et continuer sa guerre. Ça, c'était le résumé. Et vous savez, du côté de Mbujimai, là-bas, il y a une société qu'on appelle la Sengamine, je crois, qui était tenue par les Zimbabwéens. C'était pendant qu'il était là. Donc il n'y a rien pour lui. Quant à dire qu'il n'y a pas une main étrangère, non, il y a une main étrangère. Le président Laurent Désiré Kabila, qui avait de bonnes intentions, aurait dû organiser une transition avec toutes les forces vives du pays, parce qu'il y en avait qui avaient pignon sur rue au pays. Il devait organiser une transition avec toutes ces forces vives, laisser ces partis politiques s'exprimer. Et je vous dis, il a étouffé les partis politiques. C'était ça son erreur. Et là, j'imagine, et je réponds à la question pour dire, est-ce que ce n'était pas téléguidé par quelqu'un? Mais remarquez, vous avez dit, c'est une émission, bon, on apprend, remarquons, apprenons ensemble, observons, remarquons. Et quand il décide, cette fois-là, de mettre les Rwandais, ceux qui l'ont accompagné, de les mettre à la porte, quand il décide de leur dire de partir, ceux qui étaient dans l'armée au gouvernement, c'est la deuxième guerre qui commence. On lui fait la guerre. Je continue à répondre à la question. Quelle est cette main-là? Qu'il a tenue, qu'il a amenée au pouvoir,
Au moment où il dit non, on me considère comme une marionnette, etc. Non, je suis congolais, je dois travailler pour mon pays maintenant. Peut-être qu'il voulait même libéraliser les aspects politiques. Il dit allez les Rwandais, allez-y. Et directement, il y a une autre guerre qui a failli arriver sur Kinshasa parce qu'il était déjà au Congo central. Qui était derrière cette guerre-là? Monsieur Denis Toko, historien de formation, aujourd'hui, comme vous venez d'expliquer, nous vivons maintenant dans l'union sacrée. C'est le gouvernement purement Félix, le président Félix Tshisekedi. Comment voyez-vous, pour juger c'est un peu trop, quelle observation faites-vous sur ce gouvernement? Est-ce que c'est la population qui en bénéficie ou c'est juste le gouvernement de compte en rendre, le gouvernement a laissé? C'est une façon pour nous d'essayer de faire ce que Kabila a arrangé, ce que Kabila a détruit. C'est une façon pour nous de faire ceci, de faire cela. C'est quoi l'objectif? Quelle est la place de Congolais dans cette... Madame Gara, j'aimerais également ajouter quelque chose à la question. Alors, on a tous attendu l'histoire par rapport à tous les événements qui se sont succédés. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Union sacrée est la cause logique de tout ce qu'il y a eu comme histoire ici au Congo, ou bien nos acteurs politiques sont dans la perdition, ils ne savent pas ce qu'il faut faire pour le bien-être du pays? Merci. Très bonne question. Moi, je vous ai dit tout à l'heure que j'étais un homme optimiste, mais pour l'Union sacrée, j'ai beaucoup de réserves. Parce que c'est quand même curieux. Ça doit être curieux que du coup, comme ça, sur les 500 députés, plus de 350 députés aient une vision commune du coup et adhèrent à un appel directement. Peut-être ils étaient morts de Kabila. Oui, j'en viens. C'est la curiosité, première curiosité. Et du coup, à l'appel du chef de l'État, parce que l'idée n'est pas mauvaise, soyons ensemble pour construire le Congo ensemble, mais ma curiosité se fait qu'à l'appel du président, tout le monde devient union sacrée. Tout le monde. Donc comme si nous n'avons pas d'idéologie particulière. Parce que chaque personne a une idéologie. Ou vous êtes socialiste, ou vous êtes libéral, ou vous êtes je ne sais pas moi. Mais c'est quand même curieux que du coup, et les lumumbistes, et les mobutistes, et les kabilistes, tout le monde du coup devient sous la vision de M. Tshisekedi. On vient directement. Alors, c'est suspect. On en vient. Mais regardez, avant même la formation du gouvernement, à l'appel, c'était unanime. Le gouvernement a fait 2 mois pour être formé. Qu'est-ce qu'on apprend? Moi, tel gouvernement, je dois avoir autant de ministères. Moi, j'ai beaucoup de députés, je dois avoir autant. Et la guerre des ministres commence. Comme si, pour servir le pays, il faut être ministre. Parce que vous me parlez de l'intérêt du peuple. Comme si vous ne pouvez pas attendre d'être nommé, je ne sais pas moi, bourgmestre, vous ne pourrez pas travailler pour votre pays. Même chef de rue. Parce que vous êtes de l'Union sacrée, oui, je peux revendiquer sur de l'Union sacrée. J'ai une vision du président de la République. Je veux être chef du quartier. Comme si, pour travailler pour la République, il faut être ministre. Et donc déjà la curiosité commence quelque part. Et les alliances ont commencé à se défaire, avant même la composition du gouvernement. Le gouvernement sort. Vous avez appris avec moi. Il y a un regroupement des députés qui font de la résistance. Révolutionnaire. Alors madame, où se trouve l'intérêt du peuple? Je crains. Où se trouve l'intérêt du peuple? Cette réaction des députés rimait à quoi? Ça rimait à quoi? En d'autres termes, on peut appeler ça, nous créons un groupe de pression pour qu'on tienne compte de nous. De quelle manière, je ne sais pas. Avec des espèces sonnantes et trébuchantes, probablement. Avec un poste plus tard, probablement. Où se trouve l'intérêt du peuple? Parce qu'on a une même vision. Parce qu'on a adhéré à l'Union sacrée. Pourquoi ne pas laisser ces gens-là travailler? Et on les accompagne. Vous êtes au Parlement. Vous accompagnez ces gens en leur facilitant le projet de loi qu'ils vous présentent.
Et vous travaillez pour la République. Vous êtes député, vous travaillez pour la République. Ne devriez pas nécessairement être là. Ne devriez pas nécessairement être constitué. Est-ce que si on doit rester dans votre contexte, même avec le ministre autorité morale FCC comme ça, le président devait primer, c'est ça? Moi, je suis curieux de ce que je vois. Que le président de la République lance une idée, ayant constaté l'échec de la coalition FCC-Cash, il lance une idée pour élargir sa vision, élargir une majorité, n'est pas une mauvaise chose. La curiosité, c'est que, je dis et je le répète, pourquoi tout le monde unanimement? J'aurais pu comprendre que sur les 26 provinces que nous avons, il y a par exemple 15 provinces qui ont adhéré à l'Union sacrée. J'aurais pu comprendre que les députés, le président chef sa majorité, sur les 500, il a maintenant 251, 255, parce que l'idée n'est pas mauvaise. Mais c'est ce qui est suspect, c'est que c'est tout le monde qui adhère. Et on adhère en espérant tirer un bénéfice personnel, pas un bénéfice du peuple. Sinon, le gouvernement n'aurait pas pris de temps pour être formé. Sinon, il n'y aurait pas eu ce groupe de pression au niveau du Parlement. C'est ça mon appréhension. Mais l'idée, l'union sacrée comme idée, au fait, n'est pas une mauvaise chose. Maintenant, parce que je vous disais, l'action gouvernementale, ce qu'on a reproché au FCC, c'est que le FCC, au moment de la coalition avec le Cash, le FCC s'en référait plus à son autorité morale. Et ça ne faisait pas la force du gouvernement. Et donc c'était une bonne chose de créer une union pour que le gouvernement ait une vision commune. Comme ils sont là, qu'on les laisse maintenant travailler. Et vous avez insisté, est-ce que ce n'est pas pour l'intérêt du peuple? Oui, c'est pour l'intérêt du peuple, mais les manifestations des hommes politiques me font craindre beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, peut-être que maintenant on attend la mise en place au niveau des entreprises publiques, peut-être qu'à un moment donné, ceux qui ne vont pas se retrouver, qui te dit qu'ils ne vont pas faire marche arrière? Donc vous voyez, c'est à partir du moment où les gens constatent que non, le président Joseph Kabila est totalement affaibli, et qu'est-ce qu'on fait encore derrière lui? Alors ce n'est pas idéologique ça. Ce n'est pas idéologique. Monsieur Denis, voilà. Nous sommes dans l'actualité, les questions d'actualité. Aujourd'hui, il règne un désordre au sein de l'institution congolaise. Oui. On voit ça et là, les destitutions des gouverneurs et tout. Est-ce que c'est vraiment la méritocratie? Est-ce qu'il y a d'autres gouverneurs qui sont destitués, méritent d'être destitués, ou bien ce sont juste les règlements de compte? Je prends l'exemple, le dernier exemple en date du Tanganyika. Ils sont, je crois, 25 députés. 13 députés de l'Union sacrée l'ont destitué, donc majoritaire. Et curieusement, les 12 autres qui sont pour lui sont tous du FCC. Est-ce que c'est sincère? 13 qui sont tous de l'Union sacrée le destituent. Ils considèrent qu'ils travaillent mal. Mais 12 qui sont du FCC considèrent qu'ils travaillent bien. Est-ce que c'est sincère? Et donc, évitons ce genre de destitution. Évitons ce genre de destitution. Je sais qu'il y a beaucoup de gouverneurs qui ne font pas du bon travail. Et on ne peut pas enlever à l'institution Assemblée provinciale son pouvoir de contrôle sur l'exécutif provincial. Il ne faut pas enlever ça aux assemblées provinciales. C'est leur prérogative. Il faut pas, mais il faut éviter les sentimentalismes. Il faut éviter cette histoire où tu n'es pas de l'union sacrée, tu ne devrais pas être là. Non, il faut éviter ça. C'est ça que je dis. Mais il y a des gouverneurs qui apparemment ne sont pas à la hauteur de leur tâche. Et les assemblées doivent faire leur travail. Monsieur Denis Toko, il y a eu des nominations pour le commando qui prend en charge le guerre au niveau de l'Est, mais nous voyons et nous assistons à l'évolution.
Il y a des armées étrangères qui commencent à reculer. Il y a des villes qui ont été depuis des années envahies par de rebelles que nos forces libèrent. Nous assistons à un changement total au niveau de l'AFDEL. Or, avant, pour nous, l'AFDEL était incapable de reposer tous ces mondes-là. Mais qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, l'AFDEL reprenne le Congo à main, surtout du côté de l'Est là-bas? Nous voyons qu'ils sont vraiment motivés. FARDC, pardon, FARDC, je parle de FARDC, pardon. Qu'est-ce qui a fait que FARDC prenne les choses en main? Et aujourd'hui, le FARDC est applaudi partout en République démocratique du Congo. Il a donné de l'espoir, il a donné du joie. Mais qu'est-ce qui étouffait le FARDC? Merci, madame. Ce ne sont pas ces fameux accords dont je venais de parler. Parce que moi, je vous dis ceci, madame. Comment une armée nationale peut être incapable pendant plus de 20 ans à démanteler les groupuscules de forces armées, si ce n'est quelque chose de caché en bas, en dessous de cela? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Et donc, moi, j'ai dit, il y a quelque chose que le président actuel a dû démanteler. Et l'armée, ce qu'il fait aujourd'hui, j'approuve, j'appuie, c'est normal, et c'est ça qui devait être fait depuis longtemps. Comment une armée nationale a été incapable de mettre fin à la guerre organisée par des groupuscules? Parce que, en dehors des accords qui ont été signés, dont on ne connaît pas la teneur, il y a aussi, comment dirais-je, la complicité interne. Ça, il faut le dire. Ça, il faut... Oui, ça, il faut le souligner. Je ne suis pas là pour citer des noms, mais il y a des grands de ce pays qui, manifestement, déploient une richesse incroyable qu'ils prennent au niveau de l'Ituri, au niveau de Beni, de ce côté de l'Est. Ce sont des millionnaires, ce sont des milliardaires là-bas. Et ce sont des gens qui occupent de hautes fonctions politiques, que ce soit au niveau de la politique ou de l'armée. Ce sont ces gens-là. Est-ce que ces gens-là n'entretiennent pas ce désordre pour plaire à leurs commanditaires? Je vois mal un étranger qui viendrait, qui occuperait mon village, sans que moi je lui en donne l'occasion. Mais qu'au même moment, moi je tire des bénéfices. Non, je suis un millionnaire. Mais il y a la guerre chez moi. Voilà. Donc je crois qu'on a démantelé quelque chose. Et pour terminer sur ce plan-là, vous avez suivi l'actuel président de l'Assemblée nationale qui a lâché pour dire, écoutez, nous savons qu'il y a des complicités internes ici. Et les gens ont boudé. Voilà, on peut continuer. Historiquement, si on doit parler de ces dates de 17 mars, j'en reviens, parce que c'est de l'histoire. Oui. Ce sont les actions qui ont marqué ces deux dates ou ce sont les événements? Bon, c'est... Les gens doivent vraiment comprendre. C'est vrai, on peut parler de l'actualité, mais beaucoup de Congolais ne comprennent pas l'histoire exacte de notre pays. Pourquoi je vous félicite d'avoir organisé cette émission pour qu'on apporte du peu que l'on connaisse. Les autres, certainement, qui connaissent mieux que moi, vont peut-être certainement en rajouter. Il faut connaître l'histoire de notre pays. Malheureusement, nous ne connaissons pas l'histoire de notre pays. Et vous, la presse... Nous connaissons, mais nous ignorons pour nos intérêts. Surtout les acteurs politiques connaissent l'histoire du pays, mais ils ignorent pour leurs intérêts. Bien sûr. Vous savez que vous êtes un quatrième pouvoir, comme on vous appelle. Vous êtes un pouvoir. Vous devez plus sensibiliser le Congolais à connaître leur histoire. Parce que quand on connaît l'histoire, son histoire, on organise mieux son lendemain. C'est ce que vous ne faites pas souvent. La presse. Vous voulez plus la politique politicienne, l'actualité.
vous ne regardez pas beaucoup derrière. Il faut souvent regarder derrière. Il y a des gens qui connaissent beaucoup d'histoire de notre pays. Historiens ou pas, il y a beaucoup de gens qui connaissent. Et qui, lorsque vous maîtrisez ce qui se passe avant, qu'est-ce qui était à l'origine de ce qui s'est passé avant, vous avez beaucoup plus de facilité à ne plus le commettre plus tard. Et donc beaucoup de gens ne connaissent pas l'histoire de notre pays parce qu'ils sont dans l'actualité, dans la discussion politicienne. Et donc c'est ça. L'AFDEL, vous avez posé une bonne question. L'AFDEL, c'était une action, un événement. C'est quoi? C'était un événement qui est arrivé simplement parce qu'on ne voulait plus de Mobutu. Merci M. Denis Toko. Christian, merci. C'est la fin de cette émission. Ce n'est pas la première fois, mais nous aurons l'occasion de temps en autre repasser vous voir. Vraiment, on a besoin de parler de l'histoire du Congo. L'histoire du Congo est tellement très importante pour nous, mais des fois, on n'en tient pas compte. Votre mot de la fin par rapport à cette journée de 17 mai? Oui. Et donc, je souhaite pour mon pays des lendemains meilleurs et je vous exhorte tous à soutenir l'actuel gouvernement pour que finalement ça marche. Dieu nous a pourvu d'un pays extrêmement riche. Mais j'ai horreur de dire, c'est comme s'il nous a dépourvus de nos têtes. J'espère que cette fois-ci, nous allons récupérer nos têtes. Merci M. Denis Toko, messieurs et dames, merci d'avoir... vous avez eu le temps de suivre cette émission. C'est par ici que nous mettons fin à cette édition. Là, je profite pour dire merci à mon réalisateur, Martin Abibo, tout le monde, la grande famille Magique Télévision. Vos remarques, le numéro est là et retrouvons-nous la semaine prochaine avec le nouveau numéro. Au revoir, Christian Niati. Merci, M. Denis Toko, à la prochaine. Merci.